Décollage 11h49 précise. Décollage que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur Sud Radio grâce à Christine Bouillot. Édition spéciale spatiale, donc jusqu'à 10h avec plein d'invités, vous le verrez, notamment Claudie Aigneret qui sera avec nous un petit peu avant 10h, qui est bien sûr la première femme astronaute européenne. Continuez à voter, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, avec cette question qu'on vous pose. Êtes-vous fiers du rang de la France dans l'exploration spatiale internationale? Alors, et nos auditeurs sont plutôt fiers. C'est toujours oui qui l'emporte. 53%. Je crois qu'elle est très fière aussi. C'est Christine Bouillot qu'on retrouve en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Bonjour à tous. Ça a l'air d'être l'effervescence autour de vous à la Cité de l'Espace. C'est ça. En fait, on est installé dans la zone on va dire, où on peut suivre la mission. Ouais. Et je ne sais pas si, alors ceux qui ont la chance de nous regarder, faut regarder sur YouTube, sur Sud Radio. Donc en fait, il y a plein d'écrans. Ils ont constitué en fait un site de contrôle de lancement. Et on est notamment en direct. Et là, tout le monde est connecté devant. On est en direct parce que il y a la chaîne de la NASA en live qui nous montre effectivement, qui nous montre les spationautes qui sont en train, les astronautes, de s'installer dans la capsule avec leur fameuse tenue futuriste. Il y a quelques instants, ils sont descendus de leur fameuse Tesla. Ça, c'est effectivement la touche Elon Musk qui opère. Et ils sont en train d'être installés dans cette capsule. Ils ont plusieurs heures d'installation, de vérification, de check complet. Et ensuite, on va les laisser tout seuls. Ils seront vraiment isolés dans cette capsule. Et tout ça, on va mieux le raconter que moi ce matin avec nos invités. Mais c'est vraiment un moment important parce que cette capsule SpaceX, enfin en tous les cas cette fusée, ce lancement, ça ouvre une nouvelle ère pour la conquête spatiale qui est complètement différente de toutes celles qu'on a connues. Parce que le pari qu'a fait Elon Musk avec cette fusée, ce Falcon 9, c'est le pari de la fusée réutilisable. Autrement dit, un morceau de la fusée va revenir, lui, et va être réutilisé pour un autre lancement pendant que tout l'équipage va partir sur Terre. Alors, mesdames, messieurs, je voudrais qu'il installe son casque. C'est monsieur Philippe Perrin qui nous rejoint. Astronaute. Quel honneur de l'avoir. On est ravis. Voilà, qui est avec nous. J'espère, parce qu'il est très grand, en fait. Il est très grand. Ah oui, dites donc, vous dépassez le cadre. Là. Bonjour Philippe Perrin. Bonjour. On est très fiers de vous accueillir sur Sud Radio, donc aux côtés de Christine Bouillot depuis la Cité de l'Espace à Toulouse. Ancien astronaute, on se souvient, 2002, finalement vous étiez dans cette station spatiale internationale. Là on est à quelques heures à peine de ce décollage. À votre avis, qu'est-ce qu'il a dans la tête, Thomas Pesquet, à ce moment précis? C'est un mélange de plein de choses. Je crois d'abord que, on le voit, il est concentré, très concentré, un peu tendu. Il pense à la fois à quelque chose de court terme, qui est la dynamique de ce vol, avec tout l'imprévu du vol. Je pense qu'il est aussi peut-être dans le long terme. Il part pour une mission de 6 mois. Il a laissé son épouse et ses amis pour une mission de 6 mois. Donc il est aussi dans un voyage lointain, c'est-à-dire qu'il part avec sa caravelle pour partir dans un voyage lointain. Ça reste une exploration, le vol habité. Donc il quitte la Terre, il quitte une planète pour aller ailleurs. Donc c'est un vrai départ vers un ailleurs qu'il connaît. Donc c'est déjà bien parce qu'il sait où il va. En même temps, connaissant la chose, il sait la difficulté de passer 6 mois dans l'espace, c'est long. Il est plus stressé, paraît-il, que lors de son premier vol. C'est pas du stress. Je pense que... moi, je me souviens, quand j'ai fait 3 sorties extravéhiculaires, et à la première, un Russe m'avait dit « Mais tu allais bien vite, tu avais l'air bien serein, du style, mais enfin, tu étais bien inconscient. » Et à la deuxième, j'étais plus concentré. Je crois qu'à la troisième, je savais exactement ce que je faisais et tous les risques associés à l'exercice. Donc c'est tout à fait normal d'être concentré. Vous savez, un vol spatial, c'est jamais réussi. Donc la fusée est encore une fusée qui n'a fait qui sera à son 114e vol. C'est une fusée qui revole. D'ailleurs, le premier étage a déjà volé. Vous le savez, de même que la capsule d'ailleurs. Et tout peut arriver, alors avec une sécurité parfaite puisque le vaisseau est prévu pour s'extraire de la fusée en cas d'anomalie. Enfin, si c'était le cas, on se retrouve quelque part au milieu de l'Atlantique. Ça reste des situations quand même qu'il faut gérer. Donc tout ça, c'est dans la tête des astronautes. En même temps, donc il y a ce fait de partir. Moi, je dirais que c'est une phase. On était avec Claudie, là, on regarde les images. Nous, on a des frissons. On est très émus. Mais on vous sent ému, effectivement.
ça vous rappelle des instants très, très, très précieux. Et ce sont en même temps des instants, je crois, où on ne s'appartient plus. C'est-à-dire qu'on fait partie d'une dynamique. Et moi, j'étais militaire, je suis parti faire la guerre du Golfe, etc. Quand on part comme ça, on ne s'appartient plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une dynamique qui est forte. Et on est au sommet d'une pyramide humaine qui vous porte. Alors tous ces techniciens qui sont là. Et on sent cette fièvre. On appelle ça la fièvre du lancement. La fièvre du lancement. Ah oui, c'est bien ça. Et alors elle est partagée. Et alors c'est marrant parce qu'on est ici donc en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Et on sent ici la fièvre. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la fièvre du lancement, quoi. Les poils qui se dressent, et on partage, parce que c'est une formidable aventure humaine. Alors moi, j'aurais posé une question à Philippe Perrin, c'est cette tenue qui change tout au tout la vision qu'on avait des astronautes. On voit. Et je voulais savoir ce que vous en pensez sur le plan, déjà sur le plan de la fonctionnalité. Alors on en parlait aussi avec Claudie, parce qu'elle me disait c'est quand même bien mieux que ce qu'on avait sur Soyuz. À l'époque. Moi, je les trouve un peu engoncés par rapport à ce qu'on avait sur la navette spatiale. On avait quelque chose de très confortable sur la navette spatiale. Avant tout, une combinaison, c'est fait pour survivre en cas de dépressurisation. On voit que cette combinaison, elle a été optimisée. Le casque, vous savez, a été fait avec une imprimante 3D, donc il est à la taille de l'astronaute. On voit des systèmes très malins au niveau des gants. Par exemple, ils peuvent utiliser leurs mains sans gants, puis le gant va se remettre en place, alors que quand même c'est un scaphandre qui va résister à une dépressurisation s'il y en avait une. Donc on sent que c'est de la haute technologie. En même temps, il n'y a pas ce qu'on pourrait imaginer nécessaire dans l'espace, c'est-à-dire des poches. Quand on arrive dans l'espace, tout flotte. On a besoin de beaucoup de poches. On a besoin de velcro, souvenez-vous, sur les combinaisons. On met du velcro partout. Là, on voit qu'il n'y a pas de poche, on voit qu'il n'y a pas de velcro. Donc l'idée aussi, c'est d'être beau. Parce qu'on est dans. Non, mais c'est important. Il y a l'aspect communication, quoi. C'est ça, on voit. On est dans un vol commercial, c'est-à-dire dans quelques mois, vous allez voir, et c'est un problème qu'on peut se poser ensemble, vous allez voir des millionnaires se payer un vol. Alors, ils n'iront pas sur la station c'est une station privée, mais ils feront des vols de 3 jours à bord de ce véhicule Crew Dragon. Et donc, on est sur quelque chose de commercial. Donc il faut que ça pète, il faut que ça ait un peu d'allure. Et ça vous choque un petit peu ou pas? J'ai pas vu cet aspect-là, oui. Ce côté un petit peu justement communication, un peu milliardaire. Ou est-ce que vous dites au final, ou est-ce que vous dites si ça fait avancer aussi la science, on prend quoi? Alors c'est ça, c'est la deuxième. C'est-à-dire que de toute façon, le commercial, ça sert à faire baisser les coûts. Vous savez, au départ, l'aviation, c'était pour des privilégiés. Et puis, on a fait baisser les coûts. Et aujourd'hui, l'aviation, c'est pour le plus grand nombre. Donc, le commercial, ça sert à ça. Oui, c'est ça. Je voudrais aussi qu'on explique. Il y a en fait la NASA, il y a SpaceX, il y a l'ESA. Enfin, on voit, il y a une espèce de basculement sur, on va dire, la domination. Les Américains reprennent le leadership. Oui, c'est très important. Il l'avait perdu, souvenez-vous, il ne décollait plus du sol américain. Donc là, il redécolle à nouveau du sol américain. Je crois qu'il faut comprendre qu'on est en train de basculer effectivement d'une ère commerciale pour l'orbite basse, où la station va devenir quelque chose de mineur pour la NASA, qui investit maintenant à nouveau vers l'exploration lointaine, c'est-à-dire le retour lunaire et l'exploration martienne. Donc dans la tête même d'Elon Musk, la Falcon 9 n'est qu'une étape. Il fait ça parce qu'il veut se faire la main, il veut se faire de la publicité aussi. Mais ce qu'il veut faire derrière, c'est le Starship, c'est-à-dire l'engin. Vous savez, il a maintenant le contrat pour aller sur la Lune. C'est lui qui posera un véhicule sur la Lune. Donc il a la main et là, il est très très innovant sur la technologie lunaire. On est dans quelque chose d'extrêmement innovant. Autant la Falcon 9 est innovante parce qu'elle est très légère, mais les moteurs sont classiques, on va dire, c'est des moteurs d'engin balistique. Autant le véhicule lunaire va être très très innovant. Philippe Perrin et Christine Bouillot, on va faire un petit point météo quand même sur ce qui se passe là, à l'heure H, sur la zone de lancement de SpaceX, avec Rémi André, notre envoyé spatial aussi. Rémi, vous êtes bien avec nous là? Oui, bien sûr, je suis comme tout le monde. Rémi, finalement, c'est un temps français en Floride. Oui, alors oui, quasiment. C'est-à-dire que là, on est quand même dans une zone intertropicale. En principe, il y fait quand même relativement beau, mais quand il ne fait pas beau, là, ça pète un petit peu. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce qu'on a évité. C'est-à-dire que vous savez que la météo joue un rôle quand même capital avant un vol. D'ailleurs, il y a de mes anciens collègues qui ont participé et qui avaient monté des bureaux là-bas directement parce que c'est quand
quand même très important. Alors c'était pas à Cap Canaveral, c'était un petit peu plus au sud, mais quoi qu'il en soit, on peut annuler un tir jusqu'à 45 minutes avant le décollage à cause de l'évolution météo. C'est-à-dire c'est un paramètre très important. Ouais. D'ailleurs, en termes de paramètres, ce sont les vents en altitude notamment, et la foudre. C'est-à-dire que tout cela peut dévier en partie, d'une part, le vol de la fusée, mais d'autre part, si le vent est trop fort, il y a parfois des débris et ces débris peuvent dévier et arriver jusque vers des zones habitées, donc il faut être très prudent par rapport au vent et au vent en altitude. Et puis la foudre est aussi, bon, comme tous les avions, c'est un paramètre qui peut perturber toute l'électronique qui est à bord. Donc la météo là-bas aujourd'hui, eh bien c'est plutôt calme. L'essentiel, c'est qu'il y ait des vents inférieurs à 48 km/h. Vous voyez, c'est quand même très précis. Et il faut que les orages soient éloignés de plus de 18 km. Donc ce qui nous donne aujourd'hui un temps plutôt calme, mais il n'y a pas d'orage, même s'il y en aura dans la soirée ou demain. Donc là, c'est vraiment optimal. On est avec un vent qui doit tourner autour de 18 à 20 km/h. Les températures de 18 à 20 degrés également. Merci pour ce point météo spécial. On sait que c'est très important, effectivement, la météo dans ce cas-là. Et alors, du coup, les astronautes, vous êtes au fait, justement, vous êtes très bien renseignés sur ces questions météorologiques? Oui, alors il faut revenir sur ces critères. C'est vrai qu'être foudroyé, c'est possible. Il ne faut pas forcément avoir des conditions très orageuses. Souvenez-vous, sur Apollo 12, la fusée avait été foudroyée parce qu'elle-même dégage une certaine énergie statique, électricité statique. Il ne faut pas non plus des cisaillements de vent. Souvenez-vous, c'était l'accident malheureux de Columbia. Mais rencontrant des cisaillements de vent, la navette avait perdu un morceau de mousse qui était venu s'écraser dans le fuselage. Donc effectivement, les conditions, c'est la sécurité. En général, les vents sont connus très en avance. C'est quelque chose en météo qu'on connaît bien. Donc on ne devrait pas avoir de surprise maintenant sur les vents. Alors Philippe Perrin, on regarde les images derrière nous, pour ceux qui nous suivent sur YouTube ou Facebook. Je vois que Thomas est installé. Alors voilà, c'est les images en direct de la NASA. Donc ils sont dans la capsule et ils sont installés. Alors qui a les commandes là dans cette capsule? Alors, les astronautes depuis 7h30 ce matin appartiennent maintenant à SpaceX. C'est-à-dire que c'était des astronautes NASA, ils deviennent SpaceX. Quand je dis on ne s'appartient plus, donc voilà. Ils sont installés très en avance pour avoir le temps de faire des tests. Alors, ce sont des tests sur tous les systèmes. On va tester les moyens de communication. Une fois qu'ils seront testés, on va incliner les sièges. Là, on va faire des tests de pressurisation. Et puis donc on fermera le hatch. À partir de là, il y a du temps. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle un pied de pilote dans le jargon. C'est du temps qu'on a pris au cas où, par exemple, on a un problème pour fermer, c'est arrivé dans l'histoire de l'astronautique, un problème pour fermer le SAS. Il faut toujours du temps pour réparer. Donc il ne se passera plus grand-chose jusqu'à peut-être 45 minutes avant le décollage, où là on va donner l'autorisation de remplir la fusée d'Ergol. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que pour être puissant, parce que cette fusée est très innovante, on a fait un choix qui est très spécial. Vous savez, des fois, vous montez à bord d'un avion de ligne et on vous dit attention, avitaillement en cours, c'est-à-dire qu'on est en train de faire le plein de kérosène de l'avion. Et c'est très particulier, c'est un petit peu plus dangereux. Et là, c'est la même chose avec la fusée, c'est-à-dire qu'il monte dans une fusée pour l'instant qui est vide. Alors c'est pour ça qu'elle ne fume pas. Moi je me souviens quand je montais sur la navette spatiale, au moment où on arrive, le véhicule est fumant de toute cette évaporation qu'il peut y avoir liée à la température extrêmement froide du réservoir. Là on ne voit pas ça. On ne voit pas ça parce que les carburants ne sont pas encore chargés. Et très tard dans la séquence, c'est-à-dire en gros dans la dernière demi-heure, on va charger le kérosène et l'oxygène liquide. Et on voit toutes ces images grâce à Richard d'ailleurs à sur la chaîne YouTube, qui nous montre génial, sur YouTube et Facebook. Allez-y, on est en direct. Alors on a à la fois la Cité de l'Espace de Toulouse et en même temps on voit les images à Cap Canaveral. C'est assez impressionnant. Deux dernières questions avec vous si vous nous le permettez, Philippe Perrin. Juste déjà la première, ça sera le premier Français, Thomas Pesquet, à prendre les commandes de cette station spatiale internationale. Ça veut dire quoi en termes de responsabilité quand on prend les commandes là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est juste énorme. C'est une pression incroyable. À bord d'un véhicule, que ce soit un avion, un paquebot, il y a toujours un commandant de bord et un seul, seul maître après Dieu. Et c'est une responsabilité énorme. Elle est à la fois humaine et technique. Alors technique, en cas de problème, c'est qu'on peut avoir des gros problèmes à bord, un feu, et donc là, il y en a un qui décide de ce qu'on fait, c'est le commandant de bord. Mais c'est aussi une responsabilité humaine, c'est-à-dire qu'il va regarder la dynamique de l'équipage. Et ça, je pense, c'est une des forces de Thomas, c'est que c'est quelqu'un qui travaille en équipage. C'est pas un loup solitaire.
Donc je pense qu'il sera très fort dans cette dynamique équipage. C'est mettre de la dynamique équipage. Voilà. Dernière petite question pour vous, Philippe Perrin. On parlait d'état mental, bien sûr, d'équipage là, quelques heures. Vous, il paraît que ça vous est arrivé de partir avec une petite statuette de la Vierge dans la poche. C'est vrai cette histoire? Oui, alors, ça fait le tour des médias. On a vu passer ça. On s'est dit, il y a peut-être parce que il y a peut-être on empoche. On a peut-être un petit gris avec. Je voudrais rendre hommage à ma tante. Elle est toujours avec nous. Allez-y. Marie-Claude, qui m'a donné effectivement. C'était un médaillon, un petit médaillon de la Vierge. Et elle m'a dit mais prends-le avec toi, ça te portera chance. Et donc je me suis exécuté. Donc c'est vrai alors. Bon, Philippe Perrin, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous depuis la Cité de l'Espace de Toulouse avec Christine Bouillot qui va rester avec nous justement avec d'autres invités à suivre sur Sud Radio. À tout de suite. À tout de suite, édition spéciale et spéciale en direct bien sûr sur Sud Radio. Restez avec nous, il est 9h23. Forcément, quelques heures du décollage, 11h49, 2 secondes précises, que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur Sud Radio avec Christine Bouillot. Vous continuez bien sûr à voter, laissez vos commentaires à notre question du jour sur Twitter et Facebook. Forcément, êtes-vous fiers du rang de la France dans l'exploration spatiale internationale? Et nos auditeurs sont plutôt fiers à 52%. Voilà, avec beaucoup de témoignages et forcément notamment sur la réputation bien sûr de Thomas Pesquet. On retrouve Christine Bouillot en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse avec de nombreux invités et notamment... Avec qui êtes-vous, Christine? Encore un grand monsieur là que nous voyons de loin. Oui, alors on essaye de régler. Et avec le masque aussi. Et avec le masque, absolument. On est tous, tout le monde est masqué ici. Exactement. Je suis avec Didier Schmitt, qui est le chef de la stratégie et de la coordination de la direction des vols habités et exploitation robotique à l'Agence spatiale européenne. Autrement dit, c'est le monsieur qui va nous parler surtout, Didier Schmitt, vous allez surtout nous évoquer pourquoi l'ISS, en quoi c'est important, quelle est sa durée de vie, pourquoi on continue à y aller, pourquoi il y a du monde tout le temps et en permanence depuis 20 ans, monsieur Schmitt. Absolument, ça fait 20 ans, exactement. Et alors Didier Schmitt, peut-être première question, Christine, si vous me permettez. Bien sûr, bien sûr. C'est sur cette question des 6 mois. Voilà, Thomas Pesquet va rester 6 mois dans cette station spatiale internationale. Est-ce qu'il y a une raison ou pas particulière? Il y a plusieurs raisons. Si vous voulez, au début, on faisait des vols courts, effectivement. Par exemple, les programmes du Shuttle, c'était 15 jours à l'époque. Donc, on faisait des expériences relativement courtes, des séjours courts. Alors, évidemment, il y a deux raisons majeures. La première, c'est qu'on veut accumuler l'expérience de longue durée. Parce que vous savez que, évidemment, l'étape ultime, c'est quand même d'aller vers Mars. Et ça, rien que l'aller vers Mars, c'est déjà 9 mois. Donc, vous voyez, donc, on veut accumuler ce genre d'expérience de longue durée. Parce que l'organisme, évidemment, se déconditionne assez fortement en apesanteur. Donc, plus on a d'informations sur la longue durée, mieux c'est. On a laissé déjà donc, des astronautes pendant 1 an, parce qu'on veut pousser plus loin. Mais, bon, c'est un peu rude du point de vue psychologique. Donc, on ne le fait pas trop souvent. Et la deuxième raison, elle est aussi financière, parce que si vous voulez, s'il faut remplacer l'équipage tous les mois, ça peut coûter quand même assez cher au bout de l'année. Donc 6 mois, c'est un bon compromis. Par rapport justement à ce que va faire Thomas Pesquet dans cette station spatiale internationale, j'imagine que c'est millimétré, forcément. C'est très millimétré, c'est-à-dire que son agenda, il est extrêmement serré. Il y a des journées, vous savez, c'est vraiment une unité. C'est-à-dire, voilà, d'une minute à l'autre, il y a le programme qui se déroule. Quand il y a du retard, il faut le rattraper. Quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut passer les soirées et puis le temps libre, évidemment. Didier Schmitt, je voudrais qu'on essaye d'imaginer la taille de l'ISS. C'est quoi? C'est un terrain de foot, un petit peu plus? Oui, du point de vue surface, voilà. Si vous voulez, du point de vue... Alors, ce qui est important de noter, c'est le volume. Il y a à peu près 1000 mètres cubes, ce qui correspond à un 747. Donc le volume d'un 747, c'est déjà assez significatif. Voilà, donc ils sont à l'aise entre guillemets, mais bon, faut pas être claustrophobe quand même, parce que si vous écartez les bras, vous touchez les parois, les deux parois, parce qu'il y a tellement de modules. Enfin, chaque centimètre carré est occupé par du matériel d'expérimentation ou simplement pour faire fonctionner la station et le système de survie. Alors en ce moment, il y a qui? Ils vont être 11 à l'arrivée, c'est ça? À partir de demain, c'est quand même un chiffre assez conséquent. Oui, alors évidemment, on ne peut pas rester à 11 trop longtemps parce que le système n'est pas prévu pour ça. Donc jusqu'à encore l'année dernière, on était donc à 6 astronautes à bord, ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, on a passé à 7 puisque on peut ramener 4 astronautes à la fois avec le Dragon Crew, alors qu'avec le Soyuz, on ne pouvait en ramener que 3. Donc c'est important parce que si vous voulez, à 6 équipages, la moitié de l'équipage était en temps
était occupée à la maintenance de cette station. L'autre moitié du temps, donc l'équivalent de 3 astronautes, c'était l'expérimentation. Et maintenant, on a un de plus. Donc il y a 30% de plus de possibilités de faire donc, des expériences à bord. Ouais. Il va y avoir aussi une passation entre différents astronautes européens. C'est important aussi. Alors ça, c'est une première. Effectivement, donc nous, notre programme avec donc nos accords avec les Américains, donc l'ISS, c'est les Américains, c'est les Russes, c'est les Japonais, c'est les Canadiens et c'est les Européens. Ouais. Notre accord, c'est un astronaute tous les 18 mois, donc avec une durée de 6 mois, ce qui veut dire on a 6 mois, puis un an, on a personne. Là, on a extrêmement bien négocié pour la suite parce que on va avoir un astronaute allemand qui va donc monter un mois avant que Thomas ne descende. Et c'est d'ailleurs cette période-là où il sera commandant de bord. Et donc, Matthias Maurer, l'allemand, va rester 6 mois. Et là, on a fait encore mieux, c'est-à-dire qu'après Matthias Maurer, tout de suite après, on a Samantha Cristoforetti qui est une astronaute italienne. Donc, on aura une présence pendant 18 mois non-stop. Sur la station. C'est bien pour l'Europe, ça. Laurence, non, mais symboliquement, l'Europe s'impose dans ce fameux Far West, cette exploration spatiale. On essaye, si vous voulez, s'imposer. On essaye. C'est un défi, en tout cas. Si vous voulez, notre contribution, si on la compare à celle de la NASA, c'est très simple. Si nous on met 1 euro, ils en mettent 15. Donc, vous voyez, on n'y est pas. Alors, évidemment, on peut parler un tout petit peu budget. Vous savez, la contribution, même la contribution française à ce programme n'est que de 30 millions par an. Oui. J'ai dit ce matin sur une autre chaîne, ça correspond à 3 jours de gaspillage alimentaire en France. Ouais. 30 millions. Ouais. Vous voyez, donc il faut relativiser. C'est important d'avoir ces comparaisons-là, effectivement. On dit toujours que c'est cher, mais enfin bon, par rapport à quoi? Bien sûr, il faut un élément de comparaison. Christine Bouillot, vous qui savez tout, alors qu'il est là, presque, l'équipage va peut-être vérifier l'étanchéité des combinaisons. On en est où? On est dans quel type de vérification là, à cette heure-ci? Là, ils sont installés dans la capsule, ils sont en position, on l'a vu tout à l'heure. Ils vont plus en bouger, évidemment. On va continuer à faire les vérifications. Donc là, on va fermer le SAS. On va fermer le SAS dans pas longtemps. Voilà. Et après, on va vérifier l'étanchéité. On va revérifier évidemment la pressurisation de leur combinaison, parce que la combinaison, c'est pas une combinaison de sortie extravéhiculaire. Ça, c'est encore bien plus compliqué. Ouais. Là, c'est pour évidemment maintenir, si vous voulez, une température correcte du corps et surtout éviter donc des accidents de dépressurisation s'il y avait un souci technique. Bien sûr. Et le feu, qu'on a toujours peur de ça depuis Apollo 1, où les 3 astronautes ont été brûlés. Il y a un système d'extraction par le haut, je crois, qui peuvent s'extraire, c'est ça? Absolument, oui. Alors, s'il y avait vraiment un problème sur le pas de tir et qu'il fallait sortir, ils peuvent sortir et s'extraire absolument. Parce qu'ils sont tout seuls. Il n'y a personne à 5 km à la ronde. Absolument. Parce que si vous voulez, les distances de sécurité, là, c'est plus de 5 km. Moi, j'ai beaucoup été à Cap Canaveral pour les décollages de la navette. C'était encore une bête bien plus grande. Elle faisait 2000 tonnes. Celle-là, cette fusée ne fait que 500 tonnes. Et là, la distance de sécurité était de 12 km. Parce que les projectiles, si ça explose, les projectiles peuvent aller à plus de 10 km. D'accord. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. On va continuer bien sûr à en parler avec vous, Christine Bouillot, depuis la Cité de l'Espace à Toulouse. On est en direct avec vous là-bas jusqu'à 10h pour parler de ce décollage qui se rapproche de Thomas Pesquet. Mondial du vent et sur la chaîne YouTube Riding Zone. Sud Radio, édition spatiale. Le grand matin Sud Radio, 5h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Vers l'infini et au-delà. Et ce sera à suivre à 11h49, 2 secondes de précision en direct sur Sud Radio, bien sûr, grâce notamment à Christine Bouillot qu'on retrouve là pour cette édition spéciale en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Et on est toujours en compagnie de Didier Schmitt, c'est ça, directeur de stratégie des vols habités à l'Agence spatiale européenne. Juste un mot avant de vous donner la parole, Christine et Didier Schmitt, juste pour nos auditeurs sur Sud Radio, allez sur YouTube et sur Facebook Sud Radio, parce que les images là, justement, parce qu'on du coup on est avec vous justement à la Cité de l'Espace de Toulouse, et puis aussi Richard nous propose de très belles images de ce qui se passe aussi en même temps en Floride, notre réalisateur, donc allez-y, YouTube et Facebook Sud Radio, voilà. C'était pour la petite précision. Non mais
C'est absolument fascinant. Alors justement, Didier Schmitt, une dernière question avec vous, parce que vous vous occupez de tout ce qui est vol habité à l'Agence spatiale européenne. Cette ISS, cette station internationale, elle a une durée de vie limitée, illimitée. Ah ouais. Vous êtes, j'imagine, en pleine réflexion autour de son avenir. Oui, évidemment, c'est des discussions qui sont en cours. Alors pour faire très, très vite et simple, les premiers éléments de la station ont été mis en orbite en 98, donc les éléments russes qui permettent le contrôle d'attitude essentiellement de la station. Ils ont eu durée de vie, effectivement. Alors au début, on pense pour aller jusqu'en 2028. Alors déjà, il y a des petites faiblesses qu'on a trouvées, des petites fuites, etc. Donc là, il faut bien réfléchir. Alors, il y a plein d'options, si vous voulez, pour la station. Alors, c'est comme un bail déjà, la station. Un bail. C'est-à-dire oui, parce qu'il faut faire un renouvellement de bail. Problème de logement ici. Pour l'instant, on est jusqu'à décembre, donc 31 décembre 2024. Et donc, les discussions sont en cours pour le prolongement jusqu'en 2028, voire 2030. Donc, mais c'est tous les partenaires qui doivent être d'accord. Et donc, nous, on va décider ça au Conseil de ministres fin de l'année prochaine, donc pour aller plus loin jusqu'à 2030. Mais évidemment, le vieillissement fait qu'on a d'autres options qu'on regarde. Ouais. Les Américains aussi, même les Américains poussent à avoir une deuxième station orbitale purement commerciale. Il faut savoir aussi que... Quand vous dites commercial, c'est que vous et moi, on pourrait y aller. C'est ça. Si on gagne plusieurs fois au loto. Alors Christine, c'est une invitation ou pas? Parce que... je sais que je n'y mettrai jamais les pieds parce qu'il faut déjà avoir un certain sens de l'équilibre pour pouvoir supporter la présence. C'est pas mon cas. Voilà. Et alors, voilà, donc ça va bouger. Voilà, ça va bouger là-haut. Les Chinois vont s'installer, comme vous le savez. Donc ils vont commencer l'assemblage de leur station dans les prochaines semaines. Donc un concurrent de plus. Un concurrent de plus, c'est ça. Didier Schmitt, juste pour savoir un petit peu, parce que là il y a donc décollage à 11h49, 24 heures plus tard l'arrivée sur l'ISS. Comment justement on arrive jusqu'à l'ISS sur les derniers moments, les derniers instants? C'est vraiment, ça se fait seconde par seconde l'approche, minute par minute? Alors, si vous voulez, l'ISS a une inclinaison de plus de 50 degrés vers le nord, puisqu'on est parti à l'époque pour l'assemblage, on s'est mis d'accord, donc Baïkonour. Maintenant, on part de Cap Canaveral qui est à 28 degrés. Donc, il faut après ajuster, si vous voulez, l'alignement entre guillemets, donc, entre la station et le véhicule. Et donc, vers les dernières heures, entre guillemets, on va aller très, très, très doucement, parce qu'il y a déjà eu un accident dans le passé, donc de percuter la station Mir, par exemple. Donc, maintenant, on fait très attention, on s'approche extrêmement lentement et vers la fin, il faut avoir une vitesse extrêmement précise, un alignement extrêmement précis, à peu près 30 cm par seconde pour pouvoir impacter très doucement la station, pour pouvoir donc faire le lock entre le véhicule Space Crew et la station. Merci beaucoup, monsieur Didier Schmitt. Merci infiniment d'avoir été là. Alors effectivement, en ce moment, on voit ils sont en train de terminer et la porte va se fermer dans peu de temps et on va retrouver monsieur Schmitt, donc les ingénieurs du CADMOS ici au CNES qui s'occupent de toutes les expériences que vont faire les astronautes. Donc on va retrouver Grégory dans quelques instants. Effectivement, on vous retrouve tout à l'heure, dans quelques secondes, justement, Christine Bouillot. Le temps de vous donner la parole sur Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300 parce que voilà, il y a quelques auditeurs qui nous appellent, qui veulent réagir. C'est le cas notamment de Sergio qui nous appelle d'Albi. Bonjour Sergio. Bonjour Sergio. Oui, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur Sud Radio. Effectivement, vous vouliez prendre la parole à ce sujet. Oui, voilà, j'avais appelé déjà hier, il y avait tout le monde. C'est ça. Avant de donner mon opinion, j'avais une question à poser, c'était par rapport à... C'est négatif, mais en cas d'un décès d'un équipier, que ce soit dans la station, que ce soit dans la capsule, comment ça se passe, comment ils le conservent, est-ce qu'ils sont préparés pour tout ça, voilà. C'est une question qu'on posera, non mais c'est vrai, c'est une question qu'on posera on l'a noté, à nos invités là. On aura d'autres invités qui vont suivre, on va poser cette question-là. En espérant que ça se passe pas, forcément. Elle est un peu morbide quand même, votre question Sergio. Pour un vendredi. Oui, c'est ça. Après, voilà, moi j'avais mon opinion, c'était par rapport, j'adore tout ce que c'est technologie, des gadgets, même dans les voitures. J'adore l'audace de M. Elon Musk pour partager toutes ses expériences, même ses échecs avec le Starship, les explosions et tout ça. J'adore toute cette audace qu'il a d'avancer, même si on sait que c'est Toyota le patron de SpaceX, même que c'est Toyota qui a avancé avec les voitures électriques et tout ça, mais quoi qu'il en soit, c'est Tesla qui a la médaille, on va dire.
Et voilà, j'adore tout ça. Après, j'ai une opinion partagée par rapport à toute cette technologie. C'est-à-dire, parce qu'on dépense énormément d'argent pour les conquêtes spatiales. Même si j'adore tout ça, d'aller à la Cité de l'Espace, que c'est pas trop loin dans le vie. J'adore voir tout ça. Mais ça me perturbe en même temps tout l'argent gaspillé, même si c'est pas gaspillé à 100%. Mais vous avez entendu sur justement, on avait la précision et la comparaison en l'occurrence sur le budget. Bouffe, Voilà, sur le gaspillage, 3 jours de gaspillage alimentaire en France, l'équivalent, on nous disait justement à l'instant pour avoir un élément de comparaison, parce que c'est vrai que ça peut paraître des sommes énormes. Et c'est vrai que quand on compare, ça rend pas la somme plus petite en soi, mais c'est vrai que ça peut être aussi une logique on va dire d'investissement. Mais vous êtes plus partagé là-dessus en tout cas, je vous entends. Dernière chose, j'aimerais savoir l'impact dans lancement. L'impact dans l'écologie, en fait, tout le combustible qui est brûlé, ça correspond à combien par rapport, par exemple, à toutes les voitures dans le monde. C'est vrai. Merci beaucoup, Sergio. Et on va retrouver en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse Christine Bouillot. Avec Grégory Navarro, c'est ça ? Qui est avec nous. Absolument. Grégory, qui est ingénieur et chargé des expériences françaises au CADMOS, je dis bien le mot, au CNES. Alors le CADMOS, c'est le centre, on va dire la tour de contrôle de toutes les expériences qui sont effectuées, les expériences françaises qui sont effectuées dans l'ISS. C'est ça, Grégory? Tout à fait, oui. Donc, parce que le programme de Thomas Pesquet, il est, on va dire, à 50% scientifique. Oui, tout à fait, oui, scientifique, c'est ça, et en partie de la maintenance et de l'installation au niveau de la station. Alors quel type d'expérience sur le corps humain? On a dit qu'il partait avec un blob, enfin il y a beaucoup de choses qui vont être... Christine, vous l'aimez bien, le blob. Il faut peut-être je suis fan du blob. Il faut peut-être rappeler à nos auditeurs... On va le rappeler justement ce que c'est, ceux qui n'étaient pas là avec nous hier matin. Le blob, c'est une membrane. C'est une éponge. Enfin, on ne sait pas trop le qualifier, mais c'est quelque chose qui mange tout le temps et qui grossit. Mais ce qui est fascinant dans cette histoire-là, c'est que si jamais vous trouvez un blob, vous allez pouvoir faire les mêmes expériences que Thomas Pesquet sur Terre. C'est ce que vous aviez voulu mettre en place avec le CNES. Exactement. Grégory. Donc la philo de cette expérience, elle est avant tout pédagogique. C'est-à-dire donc réaliser l'expérience à bord de la station spatiale et en même temps faire réaliser cette expérience sur Terre, donc dans les salles de classe, pour les primaires ou les collèges, par exemple. Et l'objectif en fait c'est de comparer les résultats de ce qui se passe dans les salles de classe et de ce qui va se passer à bord de la station. Donc la différence entre les deux manips, c'est l'absence de pesanteur dans la station. Avec des hypothèses déjà justement avant de voir le résultat ou pas du tout? Non, est-ce que vous imaginez un petit peu c'est une première en réalité. C'est une première bien sûr. Mais... le blob a déjà volé dans la navette en 92. D'accord. Mais les résultats, il n'y a pas eu vraiment de résultats. Donc c'est un peu c'est carrément une première même dans la station spatiale. Alors il y a beaucoup d'expériences qui vont être menées à des fins scientifiques, mais à des fins aussi médicales. On va travailler sur le cerveau, on va travailler sur le sommeil. Tout à fait. Comment vous choisissez toutes ces expériences finalement au CADMOS? Alors il y a eu une grande phase de ce qu'on a appelé de sérendipité, donc des groupes de travail, de réflexion on nous a réunis autour de la table différentes compétences, différents experts et après discussion il y a eu cette sélection d'expériences. Alors le but c'était une continuité par rapport à ce qui a été déjà réalisé à part le CADMOS au niveau physiologie, études médicales de corps humain, le comportement du corps humain dans l'espace et aller plus loin aussi pour viser justement les voyages plus au long cours vers la Lune, Mars. Bien sûr. Comment on réagira en cas de vol habité. Et Grégory Navarro, justement, sur la question pour rebondir sur ce que disait Christine Bouillot, sur la question du sommeil, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement? C'est justement sur ces vols habités sur le long cours, savoir comment on peut tenir la distance finalement? C'est ça. En réalité, vous avez bien vu, les astronautes sont dans un environnement confiné, dangereux, puisque à l'extérieur de la station, c'est le vide spatial. Donc stressant, ils doivent réaliser beaucoup de choses la journée, ils travaillent beaucoup, donc 6 jours sur 7. Et donc tous ces paramètres, toutes ces contraintes peuvent entraîner des dérèglements sur le cercle circadien, donc le sommeil.
Alors, j'ai testé une des expériences parce que j'ai eu cette petite chance-là. Ah bon, notamment, il va faire du sport, parce qu'il faut qu'il reste en forme. Il va faire du vélo d'appartement, mais avec un casque de réalité virtuelle. Imaginez. Alors, je vous laisse expliquer parce que le casque, il va se promener en ville, en fait, dans les rues de Paris. D'accord. Qui sont propres et il n'y a pas de bouchons. C'est ça, et calme. Non, mais pour revenir à ces expériences-là, pardon. Attendez, juste la réponse de Grégory Navarro là-dessus sur. Simplement, l'idée c'est de rendre le sport un peu plus ludique. Donc l'astronaute doit faire 2 heures de sport par jour dans la station pour maintenir en fait sa masse musculaire à peu près constante. Donc là l'idée c'est il y a un vélo, un effet là-haut qui permet donc de pédaler dans la station, et au lieu d'avoir le nez contre la paroi interne de la station avec la vue sur un ordinateur ou autre, là l'idée c'est vraiment de lui mettre un casque de réalité virtuelle sur les yeux et donc de lui faire parcourir Paris, la Bretagne, la montagne. La Bretagne aussi. C'est bien. Voilà, donc merci Grégory Navarro. Merci beaucoup. Et puis on va suivre ses expériences et on va passer le micro, c'est du direct si vous nous suivez. Oui, on est en direct, vous êtes toujours sur Sud Radio, on est en direct avec Christine Bouillot depuis la Cité de l'Espace de Toulouse, où on est en train de vivre toute l'effervescence à quelques minutes, quelques petites heures de ce décollage de Thomas Pesquet avec une nouvelle invitée. Et quelle invitée, Christine Bouillot, qui va nous rejoindre à l'instant, puisque c'est Claudie Aigneret. Bah oui, c'est la première femme astronaute européenne et elle est avec nous. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, nous accorder quelques instants. Bon, comment vous vous sentez là, justement, à quelques heures à peine de ce décollage? Il y a le stress qui monte là pour vous aussi? Je pense que de notre côté, c'est plus du stress émotionnel, je dirais négatif. Du côté de Thomas et de l'équipage, c'est du stress positif. C'est de la concentration, de la vigilance, et ils sont bien prêts. Et ça a l'air de super bien se passer entre les membres d'équipage. Ça vous fait revivre certains moments, justement, de fortes émotions que vous avez pu vivre vous-même dans l'espace? Oui, bien évidemment. La phase dynamique du vol, c'est la phase qui est quand même encore pleine de risques, de dangers, avec la propulsion, les étages de propulsion. Et tant qu'on n'est pas injecté en orbite à 200 km en orbite après les 8 minutes 48 de propulsion, il y a encore des choses qui peuvent se passer et il faut tout privilégier. J'aimerais que Claudie Aigneret, vous nous expliquiez la phase on va dire de décollage, au moment où on s'extrait. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on ressent quelque chose? Est-ce que l'esprit est vide? Parce que c'est le moment où la puissance est la plus forte. C'est un moment d'extrême concentration qu'on attend depuis très longtemps. On se prépare quand même pendant des mois et des mois, on part pour ça. Donc l'impatience du décollage. Après, ça démarre tout doucement. Je ne peux pas raconter comment ça se passe dans un Crew Dragon, et ça Thomas le fera lui-même. Parce que moi j'ai volé avec un Soyuz qui avait 3 étages de propulsion, c'est un petit peu différent. En 1996. En 96 et en 2001. Et en 2001. De la station spatiale. J'ai fait 2 vols. Et effectivement. Et donc je vous en prie. J'étais encore très jeune, c'est pour ça. Ce démarrage, cette mise en orbite, moi j'avais trouvé qu'on mettait du temps à s'éloigner de la Terre, à démarrer pour gagner de l'énergie. On part d'une vitesse 0 et on va aller à 28 000 km/h pour avoir la vitesse de satellisation. Donc quelque chose qui était progressif mais lent. Et donc je ne sais pas, Thomas nous racontera, on va voir comment ça se passe. On allait jusqu'à 4 fois le facteur de charge lié à cette accélération de l'énergie à acquérir. Et là, je pense que ça sera aussi 4G, peut-être 4G et demi, mais disons que c'est progressif, qu'on y est entraîné à la centrifugeuse, donc c'est pas ça la partie... Sur le moment, c'est pas le plus difficile, c'est ça ce que vous dites. C'est assez progressif, et les équipages précédents ont dit qu'ils avaient ressenti aussi cet aspect progressif. On va pas dire que c'est complètement soft et smooth, c'est pas bien vrai. sûr. Mais il y a du bruit, il y a de l'accélération, et donc c'est un moment assez intense où il faut vraiment être concentré sur chacune des opérations qu'on aura à vérifier, pas vraiment à mener mais à vérifier. La seule opération, et on souhaite que ça n'arrive pas, ça serait d'avoir à accompagner en cas de situation non nominale une éjection de la capsule, ce qui de toute façon a beaucoup de fiabilité mais qu'on souhaite vraiment pas avoir mis en œuvre aujourd'hui. Claudie Aigneret, comment vous expliquez l'engouement quand même pour la personnalité de Thomas Pesquet en ce moment, aussi bien chez les jeunes, chez d'autres? Alors, il y a les qualités propres de Thomas Pesquet. Je voudrais simplement signaler, parce qu'on n'en parle jamais, mais qu'on a aussi des merveilleux autres astronautes européens.
Hein, voilà. C'est notre côté un peu chauvin. Voilà. Samantha Cristoforetti est une icône en Italie. On en parlait, tout à l'heure. La seule femme. Donc voilà, ils ont des personnalités formidables, ils ont envie, ils ont ce désir de transmettre, de partager. Et puis c'est vrai qu'il y a tous les outils pour le faire aujourd'hui. Alors peut-être un petit coup de nostalgie pour mes vols du XXe siècle. Les SMS n'existaient pas. Le monde Internet existait à peine dans le monde d'avant. Et où effectivement on racontait la mission au retour, mais pas pendant. Et ça c'est formidable de faire partager. Justement, quand vous voyez un peu les images, comment ça se passe là, on en parlait, il y a un saut de génération, on bascule dans le monde d'après, dans un monde totalement différent de l'exploration spatiale, selon vous, Claudie Aigneret. Oui, pour plusieurs raisons. Parce que les outils, les fusées, ce qui est développé, il y a des acteurs nouveaux, on voit bien les changements dans le narratif, un petit peu le storytelling qu'on a derrière nous par rapport à ce qu'on connaissait sur Soyuz. Ça, c'est un premier point. Et puis une nouvelle époque aussi est en train de s'ouvrir, puisqu'on parle au-delà de l'orbite basse, d'aller vers la Lune, puis de préparer une présence humaine, alors peut-être dans la deuxième moitié de ce 21e siècle sur Mars. On laisse la place pour l'instant aux merveilleux robots rover Perseverance, aux caméras, Ingenuity et à Moxie qui fabrique de l'oxygène. Il y a des choses formidables sur Mars. Donc c'est une très belle nouvelle étape de l'exploration habitée qui va nous emmener au-delà de l'orbite basse. La génération des astronautes d'aujourd'hui se prépare et ira autour de la Lune et peut-être à la surface de la Lune, et pourquoi pas Thomas d'ailleurs. Et puis vous le savez, il y a un recrutement lancé par l'Agence spatiale européenne. Exactement. Et donc 4 à 6 nouveaux jeunes, une nouvelle génération, comme vous le disiez tout à l'heure. Avec plus de femmes aussi, avec plus de femmes, une recherche de plus de femmes aussi. Avec un regard particulier mis sur la diversité. C'est ça. C'est-à-dire faire en sorte que les femmes se présentent comme candidates. Et après, le processus de sélection sera le même. C'est ça. Et c'est important de le dire parce qu'à mon époque, il y a en 85, ou même à l'époque de Thomas Pesquet, il y avait 10%, 15% de candidates. Donc après, vous retrouviez une femme, j'ai eu la chance d'être la première en Europe, aujourd'hui une seule, Samantha, dans le corps, mais parce qu'en fait, voilà, il y a encore cet obstacle à candidater. Donc moi j'essaie d'encourager tout le monde et en particulier les jeunes femmes à candidater pour cette sélection. Vous avez bien raison. Et le message est passé. Un grand merci Claudie Aigneret d'avoir été avec nous. Christine Bouillot, première femme astronaute européenne. Et attention Christine Bouillot qui reste à l'antenne bien sûr sur Sud Radio jusqu'à, en tout cas à 11h49 précise. Et pour le décollage. Je vais commenter pour la première fois de ma vie un décollage de fusée. C'est génial, incroyable, sur Sud Radio. Allez, à tout à l'heure. Sacrée chance. À tout à l'heure. Christine Bouillot depuis la Cité de l'Espace de Toulouse. On vous remercie en tout cas Christine pour cette édition spéciale de 9h à 10h. Et puis à tout à l'heure, effectivement, pour vivre ce décollage. On remercie aussi toutes les équipes. Allez, Richard, Marine-Hélène, Emmanuel, Augustin, il le mérite bien, Christine Bouillot, forcément.